Je me présente, je suis Brice Bousquet, donc je suis data engineer chez Xebia et aujourd'hui je viens vous présenter Knative. Je voulais savoir qui a déjà entendu parler de Knative ici. D'accord, plus que je pensais. Bon, on va essayer de pas dire trop de bêtises alors. Alors déjà avant de rentrer vraiment dans le comment de Knative et comment il est conçu et ce qu'il fait, on va tenter d'expliquer le pourquoi Knative, quoi. Alors, si on revient un peu sur l'année 2018, on constate, grosso modo, on a deux modèles à peu près concurrents de déploiement. Alors, on a le modèle, le petit nouveau, c'est le serverless, quoi, qui progresse très vite et qui offre beaucoup d'avantages. Alors, que ce soit on ne paye que ce que l'on consomme, on a du scaling automatique, on déploie très facilement le code. C'est basé sur de l'eventing aussi. Et alors le service le plus emblématique, un des services les plus emblématiques pour le serverless, c'est AWS, notamment avec les lambda, mais bien d'autres aussi. De l'autre côté, on a un autre type, c'est les applications alors, plus classiques, on va dire, mais basées sur des microservices, sur un orchestrateur. Alors Kubernetes aujourd'hui a clairement pris le pas sur les autres orchestrateurs et est devenu un standard quasiment de fait, basé sur du packaging en conteneur. Et on voit de plus en plus maintenant du service mesh qui est associé pour pouvoir gérer toute la partie network, failover, circuit breaker, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les deux concurrents. Alors chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors le serverless, son inconvénient majeur, c'est d'une part, c'est le vendor lock-in qu'on nomme souvent. C'est-à-dire que si on fait du serverless chez AWS, il va être assez difficile de se sortir d'AWS pour pouvoir porter son application ailleurs. Une autre contrainte est que on est obligé de faire avec les contraintes qu'impose le cloud provider, que ce soit au niveau des langages ou au niveau des ressources que l'on peut consommer. L'autre partie, c'est Kubernetes qui, lui, va offrir, c'est le monde de l'open source, c'est plus de liberté sur ce qu'on va utiliser comme langage ou comme framework. Mais il y a un inconvénient majeur, c'est que c'est encore assez difficile à gérer pour un développeur. C'est pas toujours très simple et on n'est pas du tout dans une logique serverless. Un dernier avantage de Kubernetes aujourd'hui, c'est que il est présent partout sur tous les cloud providers. C'est-à-dire que tous les cloud providers proposent un service Kubernetes managé que justement on va pouvoir utiliser. Donc l'idée de Knative, ça va revenir. Voilà, l'idée de Knative, alors c'est Google avec des grands acteurs qui se sont un peu ligués contre, contre AWS, mais vont surtout vouloir proposer aux développeurs une expérience sur Kubernetes qui va leur permettre d'être serverless, de pouvoir déployer rapidement du code, de pouvoir scaler de zéro à l'infini, de pouvoir être multi-cloud et de pouvoir déployer de manière unifiée sur tous les clouds, qu'ils soient privés, publics, et de fournir aussi toute une partie de gestion d'event. Donc c'est l'idée sur laquelle a été basée Knative, quoi. Pour ce faire, alors c'est conçu sur du Kubernetes, sur du Istio, obligatoirement. Alors Istio, c'est le service mesh, c'est lui qui va gérer toute la partie network, service catalogue, qui va gérer aussi toute la partie récupération de métriques, log, traces. Ça, c'est pris en charge par Istio. Et Knative vient se greffer dessus pour rajouter des couches qui vont permettre alors, de faire du build, de déployer des services et de gérer de l'événementiel. Il s'adresse donc aux contributeurs, car c'est un projet open source, donc les utilisateurs car ils vont consommer les services, les opérateurs car eux, leur travail va être de proposer à leurs équipes de développement des clusters Knative où qu'ils soient, que ce soit on-prem ou que ce soit sur des cloud providers publics, et les développeurs qui, eux, vont déployer du coup leurs applis sans se préoccuper finalement de savoir où se situe le cluster Knative. Donc ça, c'est une facilité qui est amenée par les différents composants de Knative. Le premier, c'est le build. Qu'est-ce que propose le build? Le build propose aux développeurs de lui faciliter la construction d'images, alors depuis le source jusqu'au déploiement d'images dans une repository Docker.
Pour faire ceci, donc Knative propose des custom ressources sur Kubernetes. Donc c'est des ressources qui seront gérées comme des API standards de Kubernetes, de différents types. Le type build, qui permet à l'aide d'un builder, alors un builder c'est une image de conteneur que l'on peut soit créer pour réaliser une tâche particulière, soit on peut créer un builder qui va pouvoir gérer l'ensemble des tâches d'un pipeline de CI/CD. Et on va pouvoir aussi utiliser des build templates pour pouvoir factoriser la façon de builder les images. Et un service account qui va permettre de gérer tout ce qui est la partie credentials, secret pour accéder par exemple soit à une repo Git et puis pouvoir pousser dans une repository de Docker. Alors, le fonctionnement du build, c'est de déclarer des pipelines de déploiement avec chaque étape va être un builder et chaque étape va être exécutée de manière isolée jusqu'à la dernière étape où on va pouvoir faire le déploiement. La partie serving, donc elle est la partie une fois qu'on a créé son image et qu'elle est buildée, on veut la déployer dans le cluster. Et la partie serving va servir à cela, donc on va déclarer plusieurs composants. Alors un composant service qui par facilité permet de gérer l'ensemble des ressources pour pouvoir accéder à mon application. Ce service comprend 3 ressources, une ressource configuration qui est la description de mon application, donc c'est l'image que j'utilise, plus des variables d'environnement qui vont être spécifiques à ma version. Une route qui permet de gérer comment j'accède à ma version. Et la révision, alors la révision est issue d'une modification de la configuration. On stocke toutes les révisions à chaque fois qu'elles sont modifiées et après on peut jouer sur les routes pour pouvoir accéder à une version ou à une autre. Donc là, on va le voir un peu mieux, c'est-à-dire que le service gère une route, une configuration. La configuration, c'est n révisions et la route permet d'accéder à une révision particulière. Le service aussi, sa fonctionnalité est de pouvoir faire du scale. Donc, il va pouvoir lancer plusieurs instances de pod en fonction de la charge qui est sur le service. Et lorsque le service n'est plus appelé, il revient à 0. C'est-à-dire que c'est du serverless, quoi. Donc, il permet aussi de mettre en place les routes Istio, de sauvegarder les snapshots et de faire un déploiement rapide. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, hop, là, ça va être petit. Alors, c'est une petite application, c'est une API REST Spring Boot qui renvoie juste un numéro de version. Alors, la première chose que je fais, c'est que... Oui, un peu grossier, ouais, ça se voit pas trop. Hop. C'est mieux. Donc j'ai un petit fichier, alors comme je vous ai parlé de build, donc c'est un petit fichier YAML avec lequel je vais pouvoir faire mon build, qui est tout simple. Donc j'ai un service compte, c'est un compte qui me permet de pousser. Alors là, le Knative est sur du GCP, donc c'est un service compte qui a été créé dans mon Kubernetes qui me permet de pousser dans la repository de GCP. Je déclare où se situe ma source, quelle est ma révision. Et ensuite, alors j'utilise là un template qui s'appelle Canico. Canico, en fait, sa particularité, c'est de builder les images Docker sans Docker. C'est-à-dire de builder dans mon cluster cube le cluster sans avoir de démon ou d'installation Docker qui soit situé en dehors du cluster. Et j'indique l'endroit où je vais pousser mon image. Donc si je me mets ici et que je grossis un peu, là je vais mettre un petit watch sur les différents pods pour voir ce qui va se passer. Donc j'applique tout simplement mon fichier YAML. Et donc là je vois qu'il y a un pod qui s'instancie. Donc c'est un init containers et qui va dérouler les étapes. Alors il y a 3 étapes. Il y a la récupération du source, il y a le build de l'image et le push de l'image. Donc on va attendre que ça se passe, ça ne va pas être très long.
normalement. Voilà, donc là, le pod, ça y est. Donc j'ai mon image qui est buildée. La prochaine fois, ça sera bien plus rapide, hein, je vous rassure. Donc, si je regarde par exemple, comme j'ai dit, en fait, ce sont des ressources cubes. Donc je peux faire un get révision. Non, c'est révision. Non, j'ai pas encore déclaré de révision. C'est un get build, pardon. Donc j'ai effectivement un build que je peux en fait, c'est pour vous montrer juste que on peut avoir accès en fait à toutes les ressources qui ont été buildées, qui ont été déclarées dans mon cluster. Donc ça, c'est pour la partie build. Maintenant, si je veux déployer mon service, donc j'ai un fichier configuration qui me dit, j'ai mon application qui s'appelle MDC Simple. C'est un type conteneur. Le conteneur se situe à tel endroit et voici les variables d'environnement. Donc si j'applique tout simplement ça, donc je vois qu'il initialise un pod avec mon application. Et donc mon application est running. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore accessible. Je n'ai pas déclaré de route, donc je ne peux pas encore y accéder. Je peux voir, je peux voir les révisions qui ont été créées. Donc je vois que j'ai effectivement une révision. Alors il les nomme 0001 et il incrémente après les révisions. Si je modifie mon fichier et que je crée par exemple une version V2, donc je vais réappliquer ma configuration. Donc là, il initialise un deuxième pod, mais cette fois-ci en version 2. Et si je regarde mes révisions, je vois que dorénavant, j'ai 2 révisions de mon application. Maintenant, si je veux y accéder, donc j'ai un fichier route qui simplement là me dit bah, j'ai 100% de mon trafic qui va aller sur ma révision 1. Donc si j'applique ceci, et que j'appelle l'appli, alors ça c'est un petit raccourci pour faire un... Ça c'est pour faire un curl, mais en fait c'est simplement l'accès à mon application. Alors je vois V1 parce que pour l'instant je suis en version 1. Si je modifie ma route et que je lui dis bah, maintenant tu vas en version 2, donc j'applique ma route. Lorsque j'y accède, je suis en V2. Maintenant, si je veux faire par exemple du canary, donc je vais déclarer mes 2 révisions. Je vais dire, là ça va être 50%. Et là, 50%. Non, j'ai dû me tromper sur... Ouais, exact. Donc maintenant, j'ai une petite routine qui boucle en fait sur l'application et qui appelle de manière itérative. Donc logiquement, 50% vont aller sur la V2, 50% sur la V1. Donc ça, on voit, c'est très pratique pour gérer très facilement mes différents services. Maintenant, si je veux tester un peu le scaling, donc on va un peu solliciter l'application de manière un peu plus costaud. Donc je vais lancer, alors c'est un petit utilitaire derrière qui va charger mon application. Donc là, je vois que il commence à initialiser d'autres pods en fait.
donc pour pouvoir gérer l'autoscaling. Si j'observe sur les courbes, alors par défaut, c'est Istio qui propose, et on a installé du Grafana, du Kibana, du Zipkin, qui permet justement d'accéder à tout ce qui est métrique, tracing et logging. Donc on va voir qu'on a un pic de charge sur mon application. Donc on voit qu'il est en train d'augmenter le nombre de pods qui sont en train de tourner. Ça dure que 30 secondes, je vous rassure. Donc là, le test est terminé. Donc en fait, on voit ça, c'est l'ensemble des pods. Donc il a déployé 6 pods, alors un en version 2 et plusieurs en version 1. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'après une période de 60 secondes, il va redescendre tous ces pods jusqu'à 0. Donc ils vont passer en terminating. Donc là, on peut voir que on peut accéder facilement au log, on peut accéder facilement aux traces aussi. Et si on veut avoir une vue complète du cluster, c'est un petit outil qui s'appelle WeaveScope, qui permet... ce qui est intéressant, c'est pas de voir tous les services, mais par exemple de voir comment ils s'interagissent les uns avec les autres. Si par exemple je sélectionne mon MDC, en fait là on voit... Alors, ce qui est important, c'est l'activator. Ça, c'est un composant important dans Knative. C'est le composant qui, lorsqu'il reçoit une requête, s'il n'y a pas de pod déclaré, parce qu'on a scalé jusqu'à 0, va retenir la requête, pouvoir instancier un pod et pouvoir après lui faire suivre la requête, quoi. Et on voit que le service, il est lié à l'autoscaler. C'est lui, en fait, qui, en fonction des métriques qui sont envoyées par le service, va permettre de pouvoir déclencher pouvoir déployer plusieurs pods. Donc si on revient ici, on voit que tous les pods qui avaient été créés sont passés maintenant en terminating. Donc on est revenu à un état à 0. Hop, il est plus là. J'ai perdu ma presse. Un dernier composant, c'est l'eventing. C'est ce qui va permettre d'apporter la partie événementielle, donc qui est importante dans le serverless. Donc c'est assez simple, c'est juste 3 ressources. C'est une ressource qui publie des événements, qui les publie sur un channel. Alors le channel, il y a un messaging provider qui peut être par exemple de l'in-memory ou du Kafka. Et ensuite, on a des applications qui viennent souscrire aux différents channels afin d'être sollicitées lorsqu'il y a des événements qui sont envoyés. Il y a aujourd'hui différentes sources qui sont disponibles. Alors on a du SQS, on a du cron job, on a sur GCP. Alors ça c'est en train, en fait, comme c'est open source, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'augmenter le nombre de sources pour pouvoir justement réaliser, ou pouvoir récolter les événements du maximum de sources disponibles. Et ça, non, en fait, c'est pour vous montrer que Knative aujourd'hui, ça peut permettre de réaliser des applications, mais ça devient une infra à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces basées sur Knative qui sont faites. Alors, je pense notamment à SAP ou OpenWhisk qui va se baser, ou OpenShift aussi. On a aussi GitLab qui vient de sortir dans sa dernière version la gestion de cluster Knative pour pouvoir justement déployer du source jusqu'à la prod au sein de GitLab. On peut faire du FAS très facilement aussi avec de l'OpenFAS sur Knative. Et il y en a un dernier qui est récent, c'est TriggerMesh. Ce que se propose de faire TriggerMesh, c'est d'être un hub multi-cloud. En fait, de pouvoir gérer des clusters Knative répartis dans du on-prem ou des clusters publics et de pouvoir gérer des événements entre différents cloud providers, donc pouvoir déclarer des sources qui viennent d'un SQS AWS et pouvoir pousser ça sur du PubSub GCP
Donc ça va permettre vraiment d'avoir une gestion assez homogène de tous les événements au sein du système d'information. Je vous remercie. Des questions? Ouais, Oui. j'en ai une sur la partie trigger des jobs, parce que vous avez montré qu'on pouvait définir des sources sur un Git ou n'importe quoi. Savoir comment, GitLab par exemple pourrait poser un événement directement au niveau du cluster cube pour dire c'est le moment de créer une nouvelle version du service ou un truc comme ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est en fait oui, GitLab ou GitHub c'est un webhook classique qui permettrait de déclencher du build lorsqu'on push, par exemple, son code sur la repository. En fait, c'est l'objectif. Et le webhook, il est aussi pour vous côté Kubernetes ou il se trouve à quel endroit? En fait, le webhook, c'est côté Git, qu'il est déclaré, et la source comprend l'événement qui est envoyé par la source. En fait, chaque source s'est développée spécifiquement pour comprendre l'élément qui lui envoie l'événement et le transcrire dans quelque chose qui est compréhensible par le cluster Knative, quoi. J'ai vu le Cloud Function qui propose Knative. Oui. Mais c'est déjà ça. Alors oui, mais ce qu'il propose en fait, Cloud Function aujourd'hui, c'est de faire comme je sais pas, vous connaissez Fargate sur AWS, en fait, c'est de pouvoir gérer des conteneurs serverless. Alors c'est porté par des Cloud Functions, mais sur du Knative, quoi. Ils vont pouvoir gérer de cette manière-là des instantiations d'images Docker sans avoir à gérer un cluster cube, par exemple, pour déclencher son conteneur. Donc c'est ce qu'ils proposent, ce qu'ils vont proposer prochainement, en fait. Il n'y a pas d'autres questions? Sur AWS, est-ce qu'il y a l'intérêt de mettre en place un alternative du Colab, EKS, CloudWatch et toutes sortes de trucs comme Pipeline? Est-ce que, voilà, si on fait que de l'AWS, il y aurait un intérêt? Alors si on fait que de la AWS, il n'y a aucun intérêt à faire du Knative, je dirais. L'idée est vraiment de dire, si je fais du multi-cloud, que je veux au sein de ma société offrir quelque chose, un déploiement où à mes développeurs, je veux quelque chose d'assez uniforme, je veux que mes applications puissent communiquer facilement. À ce moment-là, il y a un intérêt effectivement de partir sur ce genre de solution, mais c'est pas la solution à tout non plus. Mais c'est vrai que c'est la solution à des sociétés qui ne veulent pas être loquées à un cloud provider particulier ou qui ne veulent pas être dans le cloud tout court ou qui veulent gérer du multi-cloud. Ça se propose justement d'offrir des réponses à ce niveau-là. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a 10 minutes de pause. Et des bières aussi.